Après 2 films, Chris Columbus se déclare en plein burn-out. Décision est donc prise de le remplacer, c'est la première fois sur 3 que ça devra se produire, et chacun considérera avec bienveillance et respect le travail de ses prédécesseurs et successeurs. Pour l'heure, intéressons-nous à ce concept saugrenu que représente le jeune Alfonso Cuarón. Lorsqu'il débarque sur le projet d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il a réalisé 2 adaptations de grands classiques littéraires aux États-Unis et 2 films plus personnels au Mexique. Il a eu un petit succès, mais jamais de projet aussi lourd. Surtout, contrairement à Columbus, qui peut facilement être un réalisateur de commande, Cuarón a un style visuel très défini qui va apporter un feeling très différent au film. J'ai longtemps vu ça comme un problème, mais je trouve finalement que dans cette symbolique d'entrée des personnages dans l'adolescence et la maturité, les choix sont assez logiques. Le dernier film de Cuarón était Y tu mamá también, un road movie sur 2 adolescents dont le portrait a plu à Rowling, qu'il a désigné comme un bon choix pour traiter cette évolution des personnages. Et un peu comme un ado, le film fait sa révolution de la transposition visuelle de l'œuvre à l'écran. Le style passe de quelque chose de noble et distingué à quelque chose d'un peu plus familier et bordélique. Heureusement quand même que les peintres magiques sont style réaliste, vous imaginez si on avait un qui se prenait pour Picasso. Tuez-moi. Un changement qui, je trouve, symbolise bien cette idée, c'est que les acteurs ont désormais le droit de personnaliser un peu leurs vêtements et d'être un peu plus débraillés. Eh bien, c'est exactement le terme que je mettrais sur la mise en scène de Cuarón. Débraillé. Presque tout le film est fait à la steadicam ou à la grue, et passe majoritairement aux focales courtes, ce qui atténue encore les mouvements et donne cette caméra nonchalante et ample, typique des films du réalisateur. Cela donne tout de suite plus de dimension à l'univers, qui jusque-là semblait vraiment à l'étroit dans le cadre. Il appose en plus un filtre bleuté sur l'image et choisit de boucher les noirs, ce qui donne une texture particulière à la fois sombre et douce, à l'opposé total des couleurs assez naturelles, voire pétantes des films de Columbus. Il s'autorise également ce que son prédécesseur ne s'était jamais permis, quelques digressions. Avant le cours de Lupin par exemple, il s'autorise un trucage assez élaboré pour se faire un petit kiff et réunir en un seul plan le champ et le contre-champ lorsque la caméra filme le miroir et entre dans le reflet en un seul mouvement ininterrompu. Ça n'a pas spécialement de sens vis-à-vis d'un autre élément du film, c'est plutôt un effet de style. Toujours un peu débraillé, il incruste de petits sketchs dans la mise en scène, comme lorsqu'il démarre le plan un peu trop tôt pour récupérer Harry à l'auberge et capte le gag de la femme de ménage avant de le récupérer dans le cadre, ou lorsqu'Hermione attrape Harry par le col et que la caméra a le temps de passer de la main au visage qui réagit et disparaît sur le cadre emporté par la branche. Le traitement du temps est alors totalement surréaliste, juste pour faire une petite plaisanterie visuelle. Il faut bien comprendre que j'ai un problème avec Cuarón, c'est qu'il fait des trucs géniaux, mais toujours de la même façon. Et ça me saoule. Un petit peu le même truc avec Burton. C'est pour ça que je reste un petit peu moqueur, mais j'approuve tous les choix de réalisation dont je viens de parler, et je ne dis pas débraillé pour être péjoratif. J'entends par ce mot qu'elle est un peu comme un ado foufou, débordant d'énergie, commençant à prendre de l'ampleur, et ayant parfois du mal à focaliser son attention, par exemple avec les plans d'illustration des passages des saisons sur le sol cogneur, ou avec les détraqueurs. Un soin tout particulier est porté aux ellipses pour s'assurer qu'elles passent inaperçues. Des fermetures d'iris, jouer avec le noir boucher l'étalonnage, ou encore faire la transition avec un effet visuel comme la pluie. L'idée est d'avoir la sensation que le film ne s'arrête jamais, ce qui renforce l'effet du retour en arrière d'Harry et Hermione pour l'acte 3. Et pour finir sur cet aspect adolescent dans l'introduction, il crée une légère incohérence avec l'univers du film, juste pour pouvoir dire que, littéralement, Harry joue avec sa baguette sous la couette. Qu'on peut ranger dans la même catégorie que le majordome casse-couille. Mais redevenons un petit peu sérieux. La mise en scène de Cuarón lui permet de faire une mise en scène enfin un petit peu plus élaborée que filmer le personnage qui est en train de parler. Lorsqu'Arthur Weasley décide de parler de Sirius Black à Harry, la scène se déroule en un plan séquence. D'abord les personnages sont dans la lumière et respirent dans le cadre. Puis quand Arthur aborde le sujet, ils sont dans la pénombre. Peu à peu la fiche de Black envahit le cadre comme l'esprit de Harry. Quand Arthur lui dit qu'il est probablement sa cible, les deux personnages sont totalement dans l'ombre et le cadre beaucoup plus resserré autour d'eux. Ce genre de cadre progressif se retrouve à plusieurs reprises, le plan séquence étant le petit péché mignon d'Alfonso, focalisé sur le point de vue de Harry, et la caméra est libre de ses mouvements pour cadrer l'action plutôt que de réaliser de nombreux cuts. Il faut noter que chaque réalisateur essaie de conserver le travail de son prédécesseur, même si c'est difficile de voir les restes de Columbus chez Cuarón. Ça se retrouve par exemple dans le fait que le nouveau venu continue à utiliser les fantômes pour faire vivre l'univers de Poudlard, leur sketch monopolisant même quelques secondes la caméra avant de retourner au personnage. J'ai cela dit 2 reproches à lui faire, au-delà de l'effet de répétition que je sens toujours avec son style. Alors oui, peut-être que J.K. Rowling a déclaré adorer les têtes réduites et trouvé qu'elles s'incrustaient parfaitement à son univers, je n'ai pas de problème avec ça, il y avait même déjà des têtes réduites dans le magasin de magie noire du 2e film. C'est pas le problème. Le problème, c'est d'en faire ce putain de comic relief! C'est pas comme s'il n'y avait pas déjà le conducteur et le contrôleur à exploiter pour en faire une scène comique, il fallait rajouter un mini Eddie Murphy avec des rastas en plus. Et puis s'il n'y en avait qu'une, mais non, on en remet plus loin, toujours aussi utile à ajouter. C'est d'autant plus énervant qu'il gâche du temps pendant lequel il aurait pu expliquer les animagus et les noms dans la carte du maraudeur qui manquent à l'intrigue de base et aurait bien rendu service pour les films suivants.
Enfin, le style bordélique de Cuarón amène des images vraiment à cheval entre le génie et le mauvais goût, comme ce transtrave à moitié réel qui finit avec un grain de dingue à cause du zoom numérique et des filtres sur l'image. Tout ça pour en venir à ce loup-garou qui ressemble à l'enfant illégitime de Gollum et du loup de Tex Avery, pas franchement le meilleur design de la franchise. Heureusement, ils sont dans le même film que les détraqueurs. Car peu importe ce que je peux reprocher au film, il fait tout ce qui manquait dans les 2 films de Columbus. Enfin, les élèves font autre chose que de l'exposition. Enfin, le réalisateur se rend compte qu'il fait un film dans une école, et que les enfants, même aussi bien élevés que les Anglais, sont des êtres vivants qui ne peuvent pas passer leur vie qu'à parler de points essentiels du scénario. C'est le premier film où on sent enfin se développer une sensation de groupe, ailleurs que chez les Weasley, et où les amitiés se développent. On a même un premier indice de la relation entre Ron et Hermione. Et c'est important parce que la suite de l'histoire rend essentiel de connaître les rapports entre les personnages et leur environnement. C'est un petit détail assez marrant d'ailleurs. Comme il a fallu faire des choix pour porter l'histoire à l'écran, tous les 2 films, il y en a un qui se pose plus tranquille et se concentre intensément sur les relations entre les personnages. Pour revenir sur les environnements, c'est à partir de là que les Harry Potter deviennent des œuvres qui filment leurs décors. Le passage aux focales courtes et au plan large fait que nos personnages sont constamment cadrés au sein du décor et plus sur un grand fond flou un peu abstrait. Ils gagnent ainsi en scope, en grandeur, et font vraiment ressortir la magie de ce monde. On notera d'ailleurs que certains décors sont modifiés, comme le Saule Cogneur qui a été déplacé, et les reliefs autour de Poudlard ressemblent enfin à un milieu naturel et non plus à un green de golf. De nouveaux acteurs rejoignaient le casting pour incarner les nouveaux personnages, mais pas seulement. Richard Harris, qui avait été choisi pour incarner Albus Dumbledore, décède en octobre 2002. C'est Richard Gambon qui le remplacera à partir de là, et je ne peux pas m'empêcher d'en être heureux. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Je veux dire que d'une part, c'est plutôt bien que ce soit arrivé à un moment où tout l'univers prend un petit coup de polish, et d'autre part, je n'ai jamais aimé la performance de Richard Harris. Je veux dire, il faisait vieux sorcier, mais pas vieux sorcier puissant, plutôt vieux sorcier qui va bientôt se tromper sur ses sorts quand son Alzheimer va se déclarer l'été prochain. Vous imaginez Richard Harris et ses petits pas feutrés par ses babouches dans le combat contre Voldemort? Ça répond à la critique que je faisais d'une adaptation un peu rétro de la part de Columbus, plus basée sur l'imagerie culturelle des sorciers que par leur réinvention. Harris, c'est le Dumbledore de contes de fées. Gambon, c'est le Dumbledore de légende. On accueille aussi le professeur Trelawney, forcément génial puisqu'incarné par Emma Thompson, ou encore Daniel Day-Lewis en Remus Lupin, mais surtout Gary Oldman en Sirius Black. Je sais que beaucoup s'amusent du fait qu'il s'était spécialisé depuis des années dans les rôles de méchants, et que depuis qu'il a réalisé qu'il marchait bien en gentil avec le Dark Knight et James Gordon, il ne fait plus que ça. Je trouve au contraire que ce pivot dans sa carrière est dans Harry Potter, dans l'incarnation d'un personnage que tout le monde accuse d'être un fou et un tueur psychotique, et qui se révèle en fait être un des personnages les plus aimés de la saga. Il peut ainsi jouer sur plusieurs registres, le tueur fou qu'on le croit être, la folie de l'homme qui a passé 13 ans à Azkaban, et le gentil parrain qui veut vivre avec son neveu. Petit point musique, John Williams revient, avec des thèmes toujours un peu dissimulés derrière l'action qu'ils illustrent. Cela dit, le style atypique du réalisateur l'amène à varier son style, en adoptant par exemple des instruments plus inhabituels et des rythmes jazz bien plus modernes et marquants. Cuarón voulait incruster plus de musique et de chansons dans l'histoire, ce qui résulte en cette putain de chorale qui ne sert absolument à rien. Mais l'heure est grave car il faut désormais passer aux choses sérieuses. Alfonso Cuarón laisse sa place à Mike Newell pour l'adaptation de Harry Potter et la Coupe de Feu, un épisode qui battra le record d'entrée en Alsace puisque c'est celui où la chef coiffeuse a décidé de dire « choucroute pour tout le monde ». La 4e histoire d'Harry Potter m'est assez chère parce que détestant faire les choses comme tout le monde, je n'avais pas du tout accroché au premier livre et c'est en lisant la Coupe de Feu que je suis rentré dedans, que j'ai acheté les 2 tomes qui me manquaient et que j'ai fini par acheter le dernier tome en import tellement j'étais dedans. C'est également là que j'ai totalement embrassé la saga cinématographique. Mac Newell est cependant à nouveau un choix surprenant, ce que sa filmographie n'évoque pas vraiment un réalisateur de blockbuster sur la magie. Certes, il a réalisé 2 films sur la surnaturelle, La Malédiction de la Vallée des Rois, son 2e film qui adapte l'histoire de la momie, et Le Cheval venu de la mer sur une légende irlandaise, mais enfin il est surtout connu pour ses adaptations de grande littérature anglaise et surtout pour Donnie Brasco et Quête mariage à un enterrement. Ok, donc en fait ils ont pris n'importe qui avait bossé sur une adaptation de littérature anglaise. C'est le seul truc que les 4 mecs ont en commun, peu importe le budget. Merci pour ça. Bah oui, parce que cette saga ne serait probablement pas aussi géniale si les producteurs s'étaient réfugiés derrière des gens appropriés pour la tourner. La preuve, le mec qui semblait logique a fait 2 films très basiques et avec peu de personnalité. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. La première chose que je trouve géniale dans ce film, c'est la lumière. C'est assez rare que ça me marque, mais ici, Newell et son chef opérateur arrivent à lui donner un aspect à la fois réaliste et magique. Rien que ce superbe plan en contre-jour sur une aube à la fois grise et terne, mais aussi très jaune et chaleureuse, me rend quoi de contemplation. C'est surtout les nuits qui sont particulièrement bien éclairées, et je pense spécialement à la scène dans le cimetière des Jeux du Zor. Tout est parfaitement visible, sur la directionnalité des sources de lumière, et pourtant avec des ombres très douces et peu définies, à l'exception de l'ombre au sol, provoquée par la lumière principale, celle de la lune. Un très beau travail. Et il y a enfin un vrai travail de réalisation. À mon sens, raconter une histoire, c'est juste la base du métier réalisateur. On commence vraiment à l'exercer quand on essaie de faire comprendre les choses visuellement, plutôt qu'en les expliquant. Il est plus que temps de commencer à le faire, car on rentre là dans les plus volumineux des livres adaptés, et il a fallu faire des choix. Comme j'en ai parlé avec le film précédent,
Avoir fait l'impasse sur l'explication des animagus au moment où c'était opportun a complètement foiré le potentiel de Rita Skeeter dans le film. Elle est réduite à quelques interviews qui semblent ne pas servir à grand chose d'autre qu'énerver Hermione. Et puisqu'on est sur Hermione, parlons des elfes de maison. Pensons à tout ce qui rentre en jeu dans la représentation de ce sous-récit. Le nombre d'elfes à modéliser, les innombrables séquences de trucage qu'ajouterait Dobby, les badges animés, les décors à créer, une semaine de tournage à je ne sais pas combien de millions en plus, tout ça pour que les elfes demandent à Hermione d'arrêter de les faire chier à la fin de l'histoire. Vous êtes surpris qu'on ait retiré ça du film? Vous croyez pas qu'ils ont claqué assez de fric en l'air comme ça à retirer les boutons d'acné des acteurs? Pour rester logique, Dobby, qui devait offrir la plante pour respirer sous l'eau à Harry, a été remplacé par Neville car inclure l'elfe imposait de parler de son boulot à Poudlard. Il ne pouvait pas sortir de nulle part avec la plante, ce qui aurait fait très téléphoné, et s'il fallait l'introduire dans d'autres scènes, le temps de film et le budget augmenteraient. Il faut bien comprendre que c'était la première fois qu'ils étaient confrontés à un tel besoin de condenser. Il a longtemps été question de séparer le film en deux, ce qu'ils n'ont finalement pas fait, mais c'est vraiment pas passé loin. À la place, ils ont élagué sur tout ce qui n'était pas essentiel. On remarquera par exemple que l'ouverture chez les Dursley a été zappée pour la première fois pour commencer le film avec un build-up du retour de Voldemort. Que si le tournoi de Quidditch a été conservé parce qu'il est le premier aperçu que l'on ait du monde quotidien des sorciers, le match en lui-même a été complètement zappé une fois qu'on a eu de quoi nourrir notre imagination. Les fantômes ont complètement disparu de Poudlard à partir de ce film, qui marque sa montée progressive vers un style plus adulte. Fini les esprits qui font les débiles à chaque repas, maintenant il va y avoir des morts. Non, parce que jusque-là c'était bien gentil, hein, la grande folle qui a peur des microbes, le python qui préfère s'exploser le nez qu'utiliser ses dents, et le testeur d'haleine anorexique. Mais la scène de fin ici, c'est quand même un ado de 14 ans qui se fait mutiler et torturer par un groupe d'adultes. Et le retour avec la scène de Cédric est absolument horrible. Univers magique mon cul, c'est glauque comme scène. D'ailleurs, puisqu'on parle de magie, d'adultes, d'adolescence et de mon cul, c'est l'épisode où nos héros sont suffisamment entrés dans l'adolescence pour que leurs hormones se mettent à chanter. C'est le début des histoires d'amour, et le film se concentre même beaucoup dessus dans les scènes qui portent sur le bal de Noël. Je ne dis pas seulement ça parce que c'est le premier des films qui fait une blague de cul, qui en plus demande à ce que son audience la comprenne déjà par elle-même, mais c'est aussi le premier film de la franchise, jusqu'à Cormac dans le 6ème, à avoir un personnage obsédé. Pourtant, tant de choses étaient encore pures à l'époque. David Tennant n'était pas encore devenu Doctor Who, Robert Pattinson n'était pas encore devenu le Edward de Twilight. Notons tout de même que le film s'est aussi ajouté des scènes qui développent le personnage, comme le cours de danse de McGonagall avec Ron, tourné pour le prix du tourne-disque parce que les acteurs étaient déjà là et qu'elle se fait dans le réfectoire totalement vide, ou encore la scène géniale où Ron et Harry essaient de trouver une fille pour aller au bal et se font réprimander par Rogue. Des scènes très anglaises dans un humour un peu coincé et qui passent pourtant très bien, et écrites par nul autre que Mike Newell et non Steve Kloves, le scénariste de la saga. Et comment s'en sort-il ce Mike Newell? Eh bien très bien moi je dis. Encore une fois, le nouveau réalisateur tente de conserver dans son travail la mise en scène de ses prédécesseurs, ce que l'introduction illustre parfaitement. On a là un long plan séquence au mouvement de caméra très élaboré à la Alfonso Cuarón. Début au ras du sol, la caméra filme la statue qui révèle le titre quand elle s'envole vers le ciel, pour finalement retomber sur un paysage avec le côté très noble et calme des mouvements de Chris Columbus. Il reprend le traitement du noir bouché du prisonnier d'Azkaban pour les séquences de rêve avec Voldemort. Il apporte à la saga ses premiers plans larges et circulaires et une vague de spectaculaire qui manquait au troisième film plus intimiste. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire rentrer et pour que ça passe, il faut réussir à faire les choses visuellement. Comment simplifier par exemple l'histoire des Croupetons sans avoir à tourner des scènes en plus, ni à rendre ça chiant en l'expliquant oralement uniquement. C'est tellement génial la synecdoque. La première fois que je l'avais expliqué, j'avais pris l'exemple de M le maudit. Alors qu'on ne voit pas la tête du tueur, on peut l'identifier par son sifflement. Un élément, visuel ou sonore, peut représenter un personnage. La magie et le cinéma font souvent bon ménage, et du fait de la transformation de Barty Croupton Jr. en Maugréf l'œil, c'est le tic qu'il fait avec sa langue qui permet de le reconnaître. Mais le gros de son travail sera sur le choix de montage. Il n'est plus question de perdre une seule seconde, le récit doit être fluide, ce qui amène Newell à faire des cuts très efficaces, là où Columbus et Cuarón aimaient bien faire expliciter leurs pensées aux protagonistes. Coupé directement du conseil de Cédric Diggory à la salle de bain des préfets, de Ron qui se demande pourquoi il a reçu une robe au cours de danse, ou encore voir les sœurs Patil passer, les appeler, et se retrouver avec elles la scène suivante. C'est aussi la première fois qu'on a des séquences de montage qui permettent d'illustrer le passage du temps de façon résumée et permettent de conserver la pellicule pour les scènes plus fortes. Il y a bien entendu de nombreux nouveaux personnages dans ce film, mais je vais me concentrer sur le plus important d'entre eux, Lord Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et qui a été tué par un simple bébé. Je peux donc dire qu'il a un peu manqué de mou. Ah, ça va. L'humour non plus, t'as... J'adore Ralph Fiennes dans son rôle de Voldemort. Certains à l'époque avaient mis des réserves sur sa performance dans ce premier film, que beaucoup ont jugé trop énergique à la limite de l'hystérie ou du clownesque. Moi je la trouve normale sa réaction. Le gars a passé 11 ans hors de son corps dans une forêt en Albanie, 1 an à se prendre la tête avec Quirrell, et 1 an à mettre en place son plan. Ça fait 13 ans que le mec a une vie de merde, moi aussi je danserais un peu la lambada en retrouvant une forme physique. D'autant qu'à ce moment-là il est tranquille, tout marche comme il le veut et son plan a parfaitement fonctionné.
Certains ont vu les modifications apportées plus tard sur son jeu comme des corrections de ce premier jet. Moi je ne vois que l'évolution du personnage. Quand on le croise dans l'ordre du Phénix, il est revenu depuis 1 an et en pleine ascension, en pleine possession de ses capacités, c'est normal qu'il soit un peu plus suave et plus posé. Et j'aime particulièrement comment il joue le personnage alors qu'il sent son pouvoir s'échapper et qu'il plonge dans la folie dans les reliques de la mort. La douleur et le désespoir qu'elle fait passer dans ses cris est à glacer le sang. À la musique, John Williams part à la chasse et perd sa place, qui est confiée à Patrick Doyle, collaborateur habitué de Mike Newell, que l'on avait déjà croisé à la musique du reboot de La Planète des Singes. On assiste dans son travail à une mise en avant subite des percussions, qui colle parfaitement au grandiose que ce film développe avec ce tournoi, et conserve tout de même le travail symphonique des cordes frottées pour la magie, des cuivres et des instruments à vent pour le charme ou le cocasse. Il compose aussi une valse pour le bal de Noël, mais surtout fait composer par les membres principaux du groupe Pulp les chansons des Weird Sisters, qu'ils incarnent à l'écran accompagnés de musiciens venant notamment de Radiohead sur scène. Pour la première et quasi unique incrustation du rock dans Harry Potter, je trouve plus que sympa d'avoir fait l'effort de composer des musiques originales.